Messieurs, dames, bonjour. Merci de votre présence à cette journée qui est consacrée à la thématique eau, océan et climat, toujours dans la continuité de l'animation scientifique au niveau du stand du Sénégal. Donc, pour la journée d'aujourd'hui, on aura droit, comme on a l'habitude de faire depuis le début de cette COP ici à Dubaï, à 4 side events. Le premier est un side event qui traite de la question de la collaboration régionale en matière d'adaptation au changement climatique, donc avec le WACABAR, l'UEMOA et aussi les UGP des pays. De 11h30 à 13h, il y aura un autre side event qui sera animé par l'IPAR et qui nous parlera des services d'eau et d'assainissement face au changement climatique. Comment la recherche peut-elle aider à créer une résilience climatique? Le troisième side event, ce sera un side event de la Banque mondiale, donc sur tout ce qui est problématique de résilience dans le Sahel. Et le quatrième side event sera animé par l'AFD et sur la mise en place des perspectives avec le Global Goal on Adaptation, qui est un outil d'aide à la décision. Donc un grand merci aux panélistes et aux collègues aussi de WACABAR, monsieur les coordonnateurs. Peut-être sans plus tarder, nous allons démarrer. Et puisque l'UEMOA est là, nous allons, comme à l'accoutumée aussi, donner un mot, vraiment, inviter ici le représentant de l'UEMOA pour un petit mot d'introduction avant que M. Anouar Fall de WACABAR puisse venir modérer donc, ce panel-là. Un grand merci à tous les coordonnateurs ici présents et à l'ensemble aussi de nos compatriotes qui nous viennent de Togo, Bénin et des autres pays, vraiment pour relever aussi donc ce side event-là. Sans plus tarder, nous appelons ici le représentant de l'UEMOA pour un petit mot d'introduction. Merci. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, je voudrais en introduction souhaiter la bienvenue à tout le monde à ce panel et à ce side event qui est consacré à la problématique de la gestion des risques côtiers. Comme vous le savez, c'est une problématique qui est l'expression visible même des changements climatiques au niveau des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, et principalement ceux qui ont été conviés à ce panel. Et donc, en réponse à cette problématique, la commission de l'UEMOA, donc dans le cadre de la collaboration régionale, dans le cadre de la collaboration entre les États, a initié depuis un certain nombre d'années une initiative en termes de lutte contre l'érosion côtière. Et cette initiative a été bonifiée au regard des résultats par la mise en place du programme WACA qui nous réunit aujourd'hui. Je pense que ce panel offrira l'occasion d'échanger davantage, de partager davantage des expériences et de prendre des actions pour le futur. Donc, pour notre part, nous tenons à la disposition des États membres pour continuer à vous accompagner. Je voudrais particulièrement remercier les collègues du Sénégal d'avoir organisé ce panel, de nous offrir donc, cette opportunité d'échange. Merci beaucoup et bonne session à tout le monde. Merci. Donc, sans plus tarder, nous appelons M. Anouar Fall pour la modération du side event sur les initiatives ouest-africaines en matière d'adaptation. Merci. M. Fall, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue à ce side event qui est aujourd'hui consacré sur les initiatives ouest-africaines d'adaptation au changement climatique. Vous m'excuserez pour ma voix qui est morte après 9 jours de COP. Mais vraiment, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier le Sénégal donc, qui nous offre aujourd'hui une tranche horaire pour parler d'un thème aussi important et avec tous les appuis quand même que le pays nous a apporté à l'UICN pour l'accréditation et également la participation à ce COP. Donc, merci également à tous nos panélistes. Donc, nous reviendrons individuellement sur eux. Donc, comme nous le savons aujourd'hui, les changements climatiques ne sont plus une réalité qui est abstraite, mais quand même, c'est une réalité qui est vécue dans toutes les contrées du monde à des degrés divers au niveau des pays.
Donc, les effets des changements climatiques, nous les ressentons aujourd'hui avec le réchauffement de l'eau, également de l'air, donc dont les conséquences sont terribles dans nos pays, également au niveau de notre espace régional, avec quand même des incidences aujourd'hui très palpables sur la sécurité des personnes et des biens, parce que avec tout ce qu'on observe sur la dégradation des terres, la salinisation, la baisse des productions agricoles, mais aussi les conséquences associées à l'érosion côtière et à la submersion marine, avec la déstructuration de notre tissu socio-économique essentiellement structuré au niveau de nos zones côtières. Donc, ça menace vraiment notre sécurité sociale, mais aussi notre sécurité économique. Mais quand on y voit de près, les changements climatiques en soi, en eux-mêmes, ne constituent pas, ne génèrent pas l'insécurité. Mais c'est en interagissant peut-être avec des dynamiques spécifiques, qu'elles soient à la fois politiques, économiques, sociales ou historiques, qu'ils génèrent des risques. Ces risques-là, il faudrait les localiser, surtout dans les zones transfrontalières qui sont des bassins de vie. Donc, c'est aujourd'hui très important de voir comment, à travers ce panel-là, échanger sur les enjeux de ces changements climatiques et les mesures d'adaptation. Parce qu'il y a un certain nombre d'enjeux en termes d'interdépendance des écosystèmes entre les pays, mais aussi des enjeux liés au partage d'informations, à la maîtrise des risques de catastrophes naturelles, entre autres enjeux qu'il faut aujourd'hui ensemble, sur lesquels il est important de discuter, mais également qu'il y ait une convergence de nos politiques d'adaptation. Donc, et dans ce sens-là, le programme WACA, c'est une réponse quand même régionale, très pertinente, avec les volets que nous savons, qui permettent un peu, à travers les appuis qui sont apportés aux politiques au niveau national comme sous-régional, mais aussi les actions de renforcement de capacité des institutions. Donc, se positionne ce programme-là comme une réponse quand même adaptée pour les pays, donc de la sous-région, sous l'égide de l'UEMOA. Donc, je rappelle que le BAR, le Bureau d'appui régional, a un contrat subsidiaire avec l'UEMOA dans le cadre du projet WACA pour appuyer un peu tout ce qui est coordination sur les aspects suivi, évaluation, communication régionale pour amplifier les messages du projet WACA, assurer également l'appui technique au pays. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous des panélistes quand même de haut niveau. Nous avons avec nous le colonel Cheikh Daouda Diallo, qui est ingénieur des eaux et forêts, également agronome, avec une riche expérience donc, sur des projets assez variés en termes de développement des filières, mais aussi de gestion des risques de façon générale. Nous avons également, qui est également coordonnateur par ailleurs du projet WACA au Sénégal. Nous avons avec nous également Monsieur Abdou Amadou Salami, donc responsable en gestion des ressources naturelles, donc au niveau du Bénin, et donc qui est également spécialiste en sciences de sol, également spécialiste géographe, et également appuie un peu le projet WACA sur les aspects gestion des ressources naturelles. Donc, nous avons le plaisir d'avoir également ici Christophe Degonon, qui est le directeur des ressources en eau, également de l'environnement et des ressources en eau au niveau de l'UEMOA, que nous saluons vraiment beaucoup, que nous remercions pour sa présence et l'honneur qu'il nous a fait aujourd'hui de participer à ce panel. Donc, également le coordonnateur du WACA, M. Abdourahimi, donc coordonnateur du WACA et spécialiste en sciences de sol. Donc, vous voyez, donc le panel aujourd'hui est très relevé donc, pour parler de ce sujet donc, qui est extrêmement important. Donc, sans plus tarder, nous allons adresser une série de questions à nos chers panélistes, en démarrant par notre droite, notre cher coordonnateur, M. Cheikh Daouda Diallo, pour un peu lui demander de nous permettre de comprendre un peu le sujet, donc de nous dire comment aujourd'hui se manifeste
les effets des changements climatiques dans les zones transfrontalières, notamment entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc nous savons que le Sénégal travaille avec ce pays, avec la Mauritanie, dans le cadre de la restauration de la RBTS. Donc permettez-nous un peu de comprendre les enjeux et les risques communs entre ces deux pays en matière de changement climatique et d'adaptation. Merci Anouar. Donc, permettez-moi tout d'abord au nom de l'unité de coordination du projet WACA Sénégal de souhaiter la bienvenue et de remercier l'ensemble de nos collègues du Bénin et du Togo, mais également de nos autorités de l'UEMOA. Merci Anouar. Donc je crois que vous avez bien campé le sujet, notamment sur l'approche régionale et intersectorielle donc, du programme WACA. Donc il faut tout juste rappeler que ce projet donc, est financé donc, avec l'appui de la Banque mondiale pour 6 pays donc, qui bénéficient donc, de ces soutiens pour faire face donc, à la résilience des zones côtières. Maintenant, ce qu'il faut retenir sur ces questions, notamment entre le Sénégal et la Mauritanie, qui est un cas très pratique sur lequel nous pouvons échanger un tout petit peu. Donc, les deux pays avaient décidé, dans le cadre du projet WACA, de mettre en place un comité mixte de coordination pour mieux gérer les activités qui leur sont communes au regard de la transversalité des ressources naturelles, mais également de certains défis et enjeux qui sont partagés donc, par les deux pays. Si je peux me résumer sur les risques les plus importants donc, en termes de défis, entre les deux pays, il y a ce qu'on appelle la réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal, qui a été conjointement classée sous l'égide du programme MAN en biosphère donc de l'UNESCO en 2005 et qui couvre environ 641 000 hectares, dont les 70% sont du côté sénégalais et 30% du côté mauritanien. Mais la partie côtière donc de cette réserve est sujette à des problèmes environnementaux extrêmement complexes, dont le plus important pour nous, parlant de gestion côtière, c'est les menaces à long terme qui pèsent sur les habitations, mais également sur tout ce qui est infrastructure, du fait particulièrement de l'augmentation du niveau de la mer, mais également des tendances érosives qui sont observées donc dans cette zone. Et ce qui fait que, spécifiquement également, nous en avons parlé il y a de cela quelques jours dans le cadre donc, de Side Event sur les solutions fondées sur la nature. Il y a le cas de la brèche donc, qui a été ouverte sur la langue de Barbarie qui pose d'énormes difficultés aujourd'hui en termes de gestion, donc de restauration. Donc ça, c'est le tout premier problème auquel nous sommes confrontés en termes de défis avec la Mauritanie. Le deuxième, plus spécifiquement donc, sur le littoral transfrontalier, donc, qui n'est pas très très long en termes de superficie, peut-être de linéaire, mais en fait, ce qu'il faut considérer, c'est que cette partie, suite donc, à une caractérisation, à une cartographie qui a été faite dans le cadre du schéma du littoral ouest africain, schéma directeur du littoral ouest africain, c'est une zone très fragile, donc, qui est composée donc, de roches donc, meubles, mais qui est très exposée à certains risques, surtout du fait d'importants projets de développement qui sont en cours ou en perspective, parmi lesquels nous ne retenons que 3 au moins, c'est les 2 ports de Diago du côté mauritanien. Ensuite, en perspective, le port de Saint-Louis, plus le jugement, l'important jugement de gaz que nous partageons entre les deux pays et qui donc vont certainement avoir un impact sur cette zone. Et d'où l'intérêt d'entre nos deux pays en termes de défis aujourd'hui est en jeu de suivre donc, le phénomène de l'érosion côtière, et également de prendre en charge donc, tout ce qu'il va falloir donc, observer donc, comme phénomène assez préoccupant. Donc ça, c'est le deuxième enjeu et défi avec la Mauritanie. Et le troisième, c'est la capacité des acteurs institutionnels à prendre en charge la gestion environnementale relativement donc, à l'avènement du pétrole et du gaz, donc offshore, donc du côté donc, de Saint-Louis. Je crois que c'est autour de ces grands défis que les deux pays ont convenu de bâtir un programme donc, sur la gestion des activités communes sur lesquelles nous pouvons revenir donc, plus tard.
Ok, merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Je pense que la réponse déjà permet de camper de façon très concrète le sujet avec quand même des projets très structurants entre les deux pays sur l'exploitation du gaz et également l'implantation d'un port. Donc, avec toutes les implications sur le transit de la dynamique sédimentaire et les implications que cela peut avoir en termes de risque de submersion marine, menaçant les infrastructures côtières partagées entre les deux pays et les habitats, entre autres risques sur l'écosystème de la RBTDS. Donc la RBTDS, c'est la réserve biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal. Donc, M. Salami, est-ce que ce sont ces mêmes genres de risques que l'on peut retrouver entre le Togo et le Bénin? Dites-nous un peu, disons, quelles sont aujourd'hui, pour aller plus loin, les ressources qui sont partagées entre les deux pays et quelles sont les problématiques environnementales qui sont communes entre Bénin et Togo? Merci, Anouar. Merci à toutes les dames et les messieurs qui sont dans cette salle. Et effectivement, tout comme ce qui existe entre la Mauritanie et le Sénégal, le Bénin et le Togo aussi partagent près de 200 kilomètres de ressources partagées dû au fait que nous avons le fleuve Mono qui sert de frontière entre les deux pays et dans la partie inférieure de son cours, avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Donc, étant donné que ce fleuve sert de frontière entre les deux pays, les ressources de part et d'autre sont partagées parce que, notamment la faune, n'a pas de frontière. Elle traverse le fleuve quand elle veut. Et les pressions qu'elle subit de part et d'autre sont des pressions qui causent des dégâts aux deux pays. Donc, ça fait près de 200 kilomètres. Et ça a conduit les deux pays, cet aspect a conduit les deux pays à s'entendre déjà depuis 2012. Et il y a eu un accord de partenariat pour la gestion durable et transfrontalière de ces ressources. Cet accord a facilité l'inscription de toute cette zone comme réserve de biosphère transfrontalière du fleuve Mono en 2017. Et c'est inscrit aussi au programme Man and Biosphere. C'est pour dire sur 200 km, donc ça fait environ un peu moins de 100 000 hectares que les deux pays partagent. Et ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, ce fleuve Mono, avant de se jeter dans l'océan Atlantique, nous avons un bras qui sert de frontière dans la partie totalement méridionale, toujours entre le Bénin et le Togo, que nous appelons le chenal Baga, qui aussi regorge d'un certain nombre de ressources naturelles que nous partageons. Et aujourd'hui, le défi qu'il y a au niveau de ce chenal, c'est que jadis, ce chenal était navigable. Aujourd'hui, avec les mauvaises pratiques, la dégradation des ressources forestières, l'ensablement, l'encombrement, ce canal n'est plus navigable et ce qui constitue vraiment un problème très sérieux pour les deux pays. Et dans l'aspect dégradation, vous savez, quand deux pays se partagent une portion de territoire, quand il y a dégradation, vous vous plaignez, on dit non, c'est les ressortissants de tel pays qui sont à la base, vous allez de l'autre côté et puis chacun se renvoie la balle. Donc, du fait de l'inscription comme réserve de biosphère, c'est que les deux pays sont d'accord pour assurer la surveillance conjointe. Le troisième aspect que nous partageons avec le Togo, c'est la portion transfrontalière de la côte. Et effectivement, depuis quelques années, chaque pays du Golfe de Guinée essaye de protéger sa côte comme il l'entend, mais avec le phénomène longshore que nous avons au niveau du Golfe de Guinée, quand un pays qui est situé à l'est et à l'ouest fait des investissements physiques, il reporte le phénomène sur le pays qui est à l'est. Alors, ça ne peut pas continuer. Les deux pays se sont entendus pour mettre en place un programme commun
pour gérer cette portion que nous avons et que nous partageons. D'où l'initiative de la mise en place d'un comité mixte qui nous a permis, peut-être qu'on va revenir là-dessus, et qui nous a permis de conduire les travaux jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui sur le terrain qui est vraiment visible et palpable. Donc voilà, les problématiques sont pratiquement les mêmes entre la Mauritanie et le Sénégal que ce que nous partageons aussi avec le Togo qui est notre voisin de l'Ouest. On peut revenir sur le processus de mise en place du comité mixte qui nous facilite aujourd'hui la tâche, mais qui n'est pas aussi sans difficulté, bien évidemment. Okay. Merci beaucoup, M. Salami, de nous avoir éclairé sur, disons, la problématique donc, entre le Bénin et le Togo et de nous montrer que le chénal de Baga aujourd'hui crée une jonction entre les deux pays parce que la ressource en eau, elle est ici partagée et que les problématiques qui s'articulent autour d'elle aujourd'hui génèrent des contraintes sur lesquelles les deux pays doivent travailler. Donc, avec tout ce qu'on observe sur les dynamiques donc, du littoral, avec le recul du trait de côte et ses implications sur les zones côtières de façon générale. Donc, peut-être donner la parole à M. le coordinateur Abdourahimi de nous donner un peu son point de vue par rapport à cette, disons, à cette même question. Ok, merci beaucoup. Vous m'excuserez, j'ai une voix un peu enrhumée. J'espère que je vais me faire attendre. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci au Sénégal pour l'initiative de cette rencontre. Oui. Non, je crois que Salami a pratiquement tout dit par rapport aux aspects transfrontaliers que nous partageons ensemble. Tout ce que je vais ajouter, c'est que dans le cadre précis du projet Ouaka, il y a deux de ces aspects que nous traitons, le chénal de Baga et la protection côtière. Je crois qu'en ce qui concerne la protection côtière, comme il a dit, nous avons ensemble les deux pays vu, avant le projet Ouaka, pour peut-être aller un peu historiquement, c'est que nous intervenons de façon cloisonnée. C'est-à-dire que nous avions eu par le passé des investissements ou des ouvrages à faire dans les cas avec l'UEMOA qui ont été faits un peu de façon cloisonnée. Et comme il a dit, pour ces genres d'ouvrages, généralement, on ne fait que reporter le problème à l'est parce que nous sommes à l'ouest du Bénin. Et vous savez, nous sommes sur une côte à dérive. Naturellement, quand vous y mettez des ouvrages, c'est que vous reportez le problème à l'est. Bon, donc, toutes ces interventions avaient déjà sensibilisé les deux pays sur le fait que les interventions, quand elles ne sont pas décloisonnées, quand elles ne sont pas gérées ensemble, on ne fait que reporter le problème ailleurs. Donc, ça qui a facilité un peu la coopération dans le cadre du projet Ouaka. Et comme il le dit, bon, on s'est appuyé sur un certain nombre d'instruments. On a d'abord défini un segment transfrontalier commun sur lequel, dans le cadre du projet Ouaka, on devait intervenir. Bon, pour pouvoir mettre tout ça en marche, il a fallu, nous avons mis en place, à la faveur d'un mémorandum et d'un accord d'entente qui a été signé, mis en place un certain nombre d'organes, des commissions mixtes qui nous permettaient de pouvoir régler les problèmes de passation de marché et de pouvoir aussi faire le suivi. Parce que après juste rappeler que pour ces travaux, c'est la même entreprise qui a été retenue pour les deux pays et les réunions de chantier aussi ont été faites alternativement à la faveur de ces organes-là que nous avons mis en place. Bon, pour ce qui concerne l'autre aspect qui concerne le chénal de Baga, bon, on a accusé un peu de retard par rapport au démarrage des travaux, mais les travaux vont aussi commencer bientôt. Pour dire dans l'ensemble, tel qu'il a dit, en fait, sur l'ensemble, nous avons ces deux questions que nous traitons ensemble dans le cadre du projet WACA. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur, donc, de ces informations, pour ces informations partagées. Donc, peut-être donner la parole à l'UEMOA avant d'ouvrir un premier round-up pour nous parler un peu, parce que l'UEMOA quand même assure l'intégration au niveau régional et que le WACA, c'est un programme qui est régional, qui intervient en Afrique de l'Ouest. Comment l'UEMOA promeut aujourd'hui et accompagne les initiatives transfrontalières de gestion des risques côtiers? C'est la question que nous vous adressons. Merci bien. Je parle pour cette opportunité que vous nous donnez, encore une fois.
comment l'UEMOA accompagne les initiatives transfrontalières? Je dirais que l'UEMOA, d'abord, la commission de l'UEMOA, l'organe exécutif, il y a une émanation des États membres pour les accompagner, pèse bien mes mots, pour les accompagner dans un processus de convergence. Et donc, pour pouvoir éviter les disparités d'un côté comme d'un autre, l'idée étant de construire un marché intégré, de construire un espace intégré, harmonisé, où il y a un développement équilibré. Et donc, par essence même, le rôle de la commission de l'UEMOA, c'est d'essayer de gommer les disparités, donc d'amener les États à travailler beaucoup plus ensemble sur des questions, sur des problématiques qui les réunissent. Et quand vous prenez les problématiques environnementales, ça ne se limite pas qu'à ces problématiques-là, mais je pense que c'est symptomatique de ce qui doit être des vecteurs de convergence. Parce que, comme cela a été dit, c'est des questions en général qui ne connaissent pas les frontières administratives. Et donc, pour pouvoir les traiter efficacement, il faut pouvoir s'asseoir, il faut pouvoir discuter dans un cadre qui soit mis en place. Et le rôle de la commission de l'UEMOA, justement, c'est d'accompagner les pays à mettre en place ces cadres de concertation, ces cadres de collaboration et mettre en place le dispositif normatif qui leur facilite ce travail-là et ensuite accompagner dans le développement d'initiatives pilotes qui puissent se soutenir parce qu'on ne s'arrête pas simplement au cadre, au dispositif institutionnel, il faut pouvoir y donner du contenu. Donc parfois on accompagne dans la mobilisation de ressources avec les ressources que nous avons à notre niveau pour donner du contenu réel à cette convergence-là. Donc voilà à peu près comment la Commission accompagne les initiatives transfrontalières. Je vais dire c'est notre cheval de bataille. Donc toutes ces initiatives sont fortement soutenues par la Commission de l'UEMOA pour que ça puisse être vraiment facteur de développement, facteur de co-développement au niveau de nos États membres. Okay. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Peut-être enchaîner avec une autre question pour savoir quels sont les obstacles que vous rencontrez dans la mise en œuvre de cette mission-là. Non, les obstacles que nous rencontrons, je dirais que, pour me répéter, j'ai dit la Commission de l'UEMOA accompagne les États. Ça veut dire que tout part des États et tout finit au niveau des États. Oui. Alors, la Commission de l'UEMOA, on va peut-être revenir à la Commission de l'UEMOA, les problèmes que nous avons souvent sont des opportunités. Il faut que cette opportunité-là soit perçue au même niveau par tous les acteurs. Pour revenir au cas de l'érosion côtière, par exemple, depuis avant les années 2000, les autorités de l'Union, quand je parle des autorités, c'est les chefs d'État, les ministres, ont instruit la Commission de l'UEMOA, compte tenu de la dimension de la problématique, d'engager des actions au niveau régional pour y aller. Donc, connaître davantage le phénomène, la problématique, renforcer le niveau de connaissance dessus, produire plus d'informations, faire de la recherche, mais également soutenir des travaux. Alors, pour soutenir des travaux, le schéma, c'est que nous nous allions toujours sur la priorité des pays. Juste pour l'anecdote, revenir un peu au cas du Bénin et du Togo, la Commission de l'UEMOA accompagne dans la réalisation des ouvrages. Mais comme je l'ai dit, notre principe de subsidiarité fait que nous nous allions sur les priorités des pays. Et quand il s'agit de faire des travaux de protection entre ces deux pays, pour le cas du Bénin, on avait le choix entre l'ouest et l'est du Bénin. On devrait intervenir au Togo aussi. La position de la Commission de l'UEMOA a été de dire, si nous intervenons au Togo, là où nous voulons intervenir, ça va causer des dégâts au Bénin. Et donc, il vous faut faire également des travaux à l'ouest, dans la zone du Grand Popo et tout ça. Mais il se fait que l'urgence était à l'est pour le Bénin. Donc, le Bénin dit non, cette opportunité de financement que nous l'avons, nous mettons ça d'abord à l'est. Parce que là-bas, les populations sont beaucoup plus affectées. Nous avons encore un peu plus de temps à l'ouest. Et donc, pour vous dire, la problématique, elle était perçue. Mais l'urgence n'était pas au même niveau. Et donc, en termes de priorité, ça peut être un obstacle. Parce qu'on veut bien accompagner, mais si les pays ne le perçoivent pas au même niveau, si les acteurs ne perçoivent pas cette priorité au même niveau, on ne pourra pas engager les acteurs. Donc, c'est le premier obstacle à notre action. Le deuxième obstacle, évidemment, on aurait voulu faire plus. Donc, c'est des questions de ressources. Parfois aussi des questions d'information juste pour la prise de décision. Donc, en termes de connaissances, en termes de production d'informations, des systèmes d'alerte. Donc, voilà un peu les obstacles que nous avons et nous y travaillons tant bien que mal. Okay. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Donc, vous nous donnez une autre vision
de la complexité de l'adaptation au changement climatique au niveau régional. Donc, il nécessite, parce que les ressources étant migratrices entre les pays, donc également, il est important d'avoir une coordination à la fois institutionnelle, mais aussi assurer l'engagement des acteurs des pays. Donc, peut-être avant de continuer, on va recueillir 2 ou 3 questions, contributions donc du public. Questions, contributions? Oui, monsieur Luc. Merci beaucoup. J'ai une question pour l'UEMOA. Donc, je voulais d'abord remercier pour l'accompagnement qu'ils apportent aux États. Donc, pour l'UEMOA était au début de ce processus. Quand on parle du projet WACA, on sait que le projet WACA a hérité du travail que l'UEMOA avait mené dans le cadre du schéma directeur du littoral ouest africain. Donc, c'est par la suite que la Banque mondiale a repris cette initiative pour aller vers le financement des États dans la mise en œuvre des solutions d'adaptation. Donc, moi, ma question, le projet va bientôt connaître, va bientôt être clôturé. Qu'est-ce que l'UEMOA prévoit de faire à la fin de ce projet pour accompagner les pays en termes de pérennisation, en termes d'entretien des ouvrages qui vont être réalisés dans le cadre du projet WACA? Merci. Merci, Luc. Vous pouvez donner le micro directement. Ok, merci, monsieur le modérateur. On m'appelle Toussaint Todayon du Bénin. Je voudrais à mon tour remercier les panélistes pour leur présentation. J'ai une préoccupation à l'endroit de l'UEMOA. Je note que cette initiative, c'est vraiment une belle initiative d'intégration de projets régionaux au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais savoir, en fait, quel est le lien du programme, entre le programme WACA et le plan décennal 2013-2023 de l'agenda 2063. L'agenda 2063 de l'Union africaine. Il y a un lien entre les... Merci beaucoup. Dernière question ou contribution? Il n'y a plus de questions. Peut-être on donne la parole à monsieur le directeur. Merci beaucoup pour ces 2 questions. Alors, pour le premier intervenant, je dirais que en termes de pérennisation, je comprends que sa question, c'est comment on pérennise les acquis de ce projet-là. Alors, je dirais que le premier facteur de pérennisation, c'est que les interventions s'inscrivent désormais dans les activités régaliennes de l'État. C'est qu'on puisse mettre en place un cadre institutionnel qui permet de prendre le relais. Parce que pour le moment, nous avons un projet, nous avons les unités de gestion de projet qui vont disparaître avec le projet. Donc, il faut travailler à mettre en place un cadre qui puisse prendre le relais. Ça, c'est le premier niveau. Et ça, nous y travaillons à divers niveaux. Par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, on travaille à la mise en place d'une agence nationale de gestion du littoral. Sous des appellations diverses, on travaille à la mise en place d'une telle entité. Les cas sont différents dans certains pays, comme Sao Tomé et Principe. C'est la mise en place d'une structure nouvelle pour prendre en charge la problématique. Une structure qui concentre en son sein plusieurs compétences pour pouvoir prendre en compte le caractère transversal de la problématique. Dans d'autres pays, c'est de voir comment faire prendre en charge cette fonction par des structures existantes, quitte à les renforcer. Donc, la dynamique n'est pas forcément la même, mais le résultat, il est le même. C'est-à-dire pouvoir prendre en charge au-delà du projet les questions qui sont développées ici. Le deuxième aspect, c'est le système d'alerte et l'aide à la décision. Nous travaillons également sur ça à travers la mission d'observation qui évolue maintenant en observatoire du littoral ouest africain, qui doit être une structure pérenne pour continuer à mobiliser les informations, à mobiliser les données à la direction des décideurs pour les aider à prendre la décision. Le troisième paramètre de pérennité, c'est de travailler à mettre en place des mécanismes financiers ou en tout cas des dispositifs qui permettent de continuer à mobiliser les ressources. Et pour le faire, nous avons initié dans le cadre du projet ce que nous appelons le plan d'action régionale stratégique des investissements, qui nous permet d'avoir un panorama des priorités d'intervention au niveau régional pour que la commission de l'UEMOA, en collaboration avec les autres partenaires,
puisse continuer à travailler à la mobilisation des ressources pour la réalisation des investissements qu'il faut pour adresser la problématique. Et donc, question de mobilisation de ressources, c'est une question continue. On va continuer à y travailler. Ce n'est jamais acquis, mais je pense que déjà sur les deux premiers leviers, le levier institutionnel et le levier information, nous avons déjà un début de pérennisation. Nous allons continuer à travailler à consolider ces éléments-là pour une meilleure prise en charge de la problématique. Alors, sur la préoccupation lien du projet WACA avec l'agenda 2063, quels que soient les stratégies, les plans, les programmes que vous avez au niveau national, régional ou international, le dénominateur commun, c'est le bien-être de l'homme, le bien-être de l'humain. Et quand vous regardez l'intervention du programme WACA, c'est justement comment renforcer la résilience des populations, comment aller vers leur bien-être, comment sécuriser les infrastructures, parce que vous avez l'agenda 2063, un gros volet infrastructure. Et donc, les conséquences de l'érosion côtière font que nous perdons suffisamment d'infrastructures socio-économiques. Pour vous donner une statistique, en 2017 ou 2018, si je ne me trompe, une étude de la Banque mondiale qui a évalué le coût de l'inaction, le coût de la dégradation, Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, environ 5% du PIB. Pour vous donner une dimension de ce que nous perdons à ne pas réagir, à ne pas intervenir. Donc le programme WACA essaie d'apporter des réponses à ces préoccupations-là, tout en s'inscrivant dans la durabilité, parce que les infrastructures que nous mettons en place, ce n'est pas que des infrastructures ce n'est pas que de l'enrochement. Nous travaillons également à avoir des solutions qui soient compatibles avec l'environnement. D'ailleurs, offre beaucoup plus de gages de pérennité à travers la restauration des écosystèmes, un certain nombre de choses qui permettent de s'inspirer du fonctionnement naturel de l'écosystème pour apporter une réponse à la problématique. Donc, nous sommes totalement en phase avec l'agenda 2063 de l'Union africaine et bien d'autres agendas au niveau régional. Okay. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour ces éléments de réponse à ces deux questions quand même très pertinentes. Je pense qu'il y a également une dimension qui a été soulevée, c'est sur la durabilité des infrastructures, des ouvrages de protection côtière. Et c'est extrêmement important parce que c'est des investissements lourds qui nécessiteront, disons, de mobiliser les acteurs, les gouvernements, mais surtout le secteur privé à mieux participer à l'entretien des ouvrages prévus dans le cadre du projet WACA. Merci encore. Donc nous allons passer encore la parole à monsieur le colonel Cheikh Daouda Diallo pour nous parler un peu, pour revenir entre le Sénégal et la Mauritanie, pour avoir la contribution du programme WACA en termes de régénération de la réserve biosphère transfrontalière du delta du fleuve Sénégal, de savoir à ce jour aujourd'hui quels sont les effets, les premiers effets que le projet peut-être sur lesquels peut mettre le doigt et quels sont les impacts qui sont attendus dans le cadre de la régénération de cet espace partagé entre les deux pays. Voilà, merci. Je pense que pour en revenir aux défis environnementaux que nous avons soulevés tout à l'heure, je crois que dans un premier temps, on avait parlé du cadre de coopération, cadre légal de coopération entre les deux pays, parce que ça nous faisait défaut. Donc, comme nous avons démarré l'initiative en 2020, donc l'idée pour nous, c'était dans un souci de pragmatisme de nous appuyer sur les instances de gouvernance de la RBTS qui existaient en principe, mais aujourd'hui, il y a un projet transfrontalier qui est appuyé donc par le GEF, mais également mis en œuvre avec le soutien de l'UICN, qui est donc sur la mise en place de ces instances et leur opérationnalisation. Donc le premier acte pour nous, donc au moins, c'était de dire que nous allons nous appuyer sur ces instances-là pour mieux coordonner nos activités conjointes. Alors maintenant aussi, dans le moyen terme, nous nous disons également qu'en 2021, il y a eu un accord cadre de coopération qui a été signé entre les deux pays dans le domaine de l'environnement. C'était en marge donc d'une visite de son Excellence, le président de la République du Sénégal en Mauritanie. Et cet accord offre la possibilité d'aller sur un protocole additionnel. Donc nous attendons l'opérationnalisation, donc son opérationnalisation d'ici 2-3 années maximum pour aussi donc, nous appuyer là-dessus. Mais concrètement, relativement aux défis que nous avons soulevés, sur le suivi des traits de côte, donc sur le secteur transfrontalier qui nous préoccupe tant, nous avons avec bien sûr l'appui de la Banque mondiale et de l'UICN
travaillé donc, sur des termes de référence et nous avons serié donc, cette étude-là en 2 phases. Pour la première phase, nous disons qu'il fallait au moins faire l'état des lieux en matière de suivi de traits de côte sur ce qui est fait, ce qui est en train d'être fait et en perspective. Donc, qu'est-ce que nous avons donc vraiment sur le terrain? Et en définitive, l'option qui a été prise, c'est d'aller sur 2 phases. Donc, cette première phase, donc, nous sommes en train de la démarrer sur janvier 2024 avec 3 consultants. Le premier du côté de l'UCN Wakabar pour assurer la coordination et la supervision. Et dans chacun des pays, il y aura un consultant qui va faire donc l'état des lieux. Mais après, de manière durable, nous envisageons d'aller donc sur un suivi durable qui sera assuré donc par les acteurs institutionnels, notamment les services techniques et les universitaires avec l'accompagnement du projet. Et de chaque côté, en dehors de ce suivi que nous allons faire, nous sommes en train de contribuer donc à la restauration des écosystèmes. Je crois que ça, c'est concrètement ce qu'on peut voir sur le terrain. Sur la frange côtière qui est couverte donc par ce qu'on appelle l'aire marine protégée de Saint-Louis et le parc national de la langue de Barbarie, nous avons décidé, je crois qu'à l'issue d'une réflexion donc, avec l'ensemble des acteurs, d'aller donc sur des activités de reboisement. Donc vraiment pour essayer de fixer le cordon et c'est du filao qui a été retenu, également de la mangrove. Alors, sur un objectif qu'on s'était fixé dans le cadre du projet Waka Sénégal de 50 hectares, entre les campagnes 2020, 2021, 2022, nous avons pu réaliser après un peu plus de 84 hectares, dont un peu plus de 60 sur, 64 sur le filao et 22 donc, sur la mangrove. Et il faut dire que c'est également le fruit d'un partenariat avec les directions techniques concernées, notamment la direction des aires marines communautaires protégées et la direction des parcs nationaux avec qui nous avons signé des protocoles d'accord, donc assortis de plans d'action. Et ces plans d'action, en dehors de ces activités de reboisement que nous réalisons et qui ont été aussi, faut-il le rappeler, c'est important en termes de bonnes pratiques, ces reboisements ont été réalisés par les organisations communautaires qui sont dans la périphérie donc, de ces aires protégées, qui sont dans une approche de cogestion avec les services techniques. Je veux dire donc le comité de gestion de l'AMP, mais également le GIE des écogardes du Parc national de la langue de Barbarie, avec qui on est sur une sélection directe qui a été acceptée selon les procédures de la banque. C'est au regard de leur capacité technique, mais également de leur niveau de gouvernance très apprécié. Et ces reboisements ont été réussis avec des taux de réussite qui dépassent les 90%. Bon, mais parallèlement aussi au reboisement, je crois que c'est le cas dans toutes les aires protégées vraiment qui sont donc dans la dynamique qui est recommandée. Nous soutenons, nous accompagnons donc les gestionnaires en tant que tels. Je veux dire les 2 catégories d'acteurs. La première catégorie, ce sont les services techniques. Donc sur des questions de renforcement des capacités techniques et matérielles, pour vraiment améliorer leurs conditions de travail, mais contribuer à la protection de ces aires avec des questions d'acquisition de matériel, donc notamment du matériel informatique des drones, mais également la création d'infrastructures. Nous avons construit 2 postes de garde donc, au niveau des 2, érigé un mur de clôture, et parallèlement aussi pour l'autre groupe, l'autre catégorie d'acteurs, notamment les organisations communautaires. Nous avons financé des projets productifs. Je crois que donc lui, il a vécu donc, cette situation avec nous. Donc ces projets, c'est des projets productifs. Dans leur domaine d'intervention, d'habitude, c'est une unité de transformation des arches, par exemple, en Mumbai, mais également du maraîchage écologique que nous avons soutenu donc, dans des zones qui sont fortement impactées par les régions côtières, au niveau de Dounbabadjei. Et je crois que là, en termes de résultats, nous avons pu toucher au moins 250 familles, ménages qui ont été, en tout cas, dont les conditions d'existence ont été améliorées à l'issue de la mise en œuvre de ces sous-projets productifs. Donc, en gros, c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de la réserve. Au-delà, je crois que c'est une autre question sur le renforcement des capacités. Ça, c'est à un autre niveau institutionnel. Merci. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur, pour ces résultats partagés sur le segment entre la Mauritanie et le Sénégal. Donc, je rappelle que la RBTDS, c'est un espace qui comprend à la fois le parc de Dioling, avec tout ce que nous connaissons comme ressources,
également l'AMP et le PNB, avec le bas delta du fleuve Sénégal. Donc, les investissements consentis par le projet WACA sur la restauration des moyens de subsistance, la restauration, la régénération des écosystèmes contribuent vraiment à préserver cet espace-là qui est très important, à la fois pour les communautés, mais aussi pour l'économie de ces deux pays. Donc, comme il nous reste moins de 15 minutes, j'ai peut-être donné la parole à monsieur le coordinateur du Togo pour peut-être nous parler d'un retour d'expérience sur les travaux de protection côtière. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en termes, dans la perspective de la collaboration entre le Bénin et le Togo, quel retour d'expérience vous avez en termes de succès, de bonnes pratiques, mais aussi de faiblesses qu'on peut noter dans le cadre de cette coopération-là? Ok, merci beaucoup. Bon, comme je le disais, il faut d'abord dire que la coopération que nous avions eu à mettre en œuvre, on l'a basée sur un certain nombre de documents. D'abord, la signature d'un mémorandum qui a permis déjà de fixer un peu comment coordonner l'ensemble de tout ça, comment procéder par la passation de marché et responsabiliser aussi chaque pays et fixer aussi les parts que chaque pays devait avoir. Parce que nous avions, avant les travaux, fait les études d'impact environnemental et social. Et comme vous le savez, puisque c'est un segment unique, donc ça a été à part partagé pour chacun des pays. Mais tout ça a été fixé. Nous avions aussi signé un protocole d'accord qui permet de mettre en place un comité mixte avec un certain nombre de segments. Et je crois que c'est l'ensemble de tout ça qui aujourd'hui constitue en fait le dispositif sur lequel nous avons pu opérationnaliser la coopération que nous avions eue avec le Bénin. Qu'est-ce que cela a permis? Pour l'ensemble des travaux, ça a permis de faire un suivi conjoint de l'ensemble des travaux, avec des réunions de chantier que nous tenons chaque 2 semaines alternativement dans chacun des pays. Ceci a eu comme conséquence de faire réaliser les travaux avant même les délais, puisqu'en fait, lors de ces réunions de chantier, toutes les difficultés ou toutes les questions tous les obstacles qui pouvaient se poser étaient réglés. Donc, quand nous, on était informés des problèmes, donc au retour, on voyait si c'est des questions administratives, tout ça, on les réglait. Et donc, ça a permis vraiment à l'entreprise de réaliser les travaux dans un délai record parce que les travaux étaient faits pour 19 mois. Après 15 mois, je crois, l'entreprise avait totalement fini les travaux. Bon, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que, vous savez, l'entreprise travaillait entre les deux pays. Le contrat a été signé avec... j'allais aussi vous dire que dans le cadre de la passation de marché, on avait pour les travaux de protection, le Bénin avait le lead pour conduire le processus de passation de marché. Et dans tous les cas, tout ça se faisait avec la participation du Togo. Donc, c'est les autorités béninoises en réalité qui ont signé le contrat. L'entreprise, tous ces matériels sont arrivés au niveau du Bénin. Donc, toutes les questions de transfert aussi ont posé à un moment donné des difficultés parce qu'il fallait prendre des dispositions, que ce soit au Togo, au Bénin, pour faciliter l'ensemble de tout ça. Bon, ce que j'allais aussi dire, c'est pour dire peut-être que les enseignements que nous avons tirés de ça, c'est d'abord que, après la première phase que nous avions eue pour les études, nous avons apporté des améliorations dans le contrat. Parce qu'au niveau du contrat des travaux, nous avons fait en sorte, bien que ce soit le Bénin qui est l'autorité contractante, nous avons fait en sorte d'avoir 2 maîtres d'ouvrage pour donner quand même la souveraineté à chaque pays de mieux superviser les travaux qui se réalisaient dans chacun de son territoire. Bon, les réceptions des travaux qui ont été faits, ça a été une réception conjointe. Tout ce qui a été activité préalable aussi, ça a été fait de façon conjointe, les sensibilisations, un certain nombre de choses, pour dire vraiment qu'aujourd'hui, en termes en termes de succès, vraiment cette coopération a permis vraiment de faire réaliser les travaux de façon rapide. Bon, l'autre aspect sur lequel je vais peut-être insister ou qui a peut-être créé un peu de frustration, c'est qu'en fait, on était dans un contrat d'un gros montant. Et vous savez, pour le politique, ils aiment toujours que ces aspects-là soient visibilisés. Bon, je crois qu'on n'a pas réussi vraiment à s'accorder. Et par rapport à ça, je crois que c'est peut-être qu'il faut signaler. Parce que c'est des gros contrats et vous savez, on est avec les politiques et chaque politique a envie de dire que nous avons signé ce contrat ainsi de suite. Je crois qu'à ce niveau, on n'a pas réussi vraiment à s'entendre, à s'harmoniser
Et par rapport à cela, bon, c'est un peu la petite fausse note que je peux souligner. Sinon, sur l'ensemble des aspects, je crois que les choses sont passées telles que, de façon très efficace. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Donc, peut-être donner la parole à Salami pour partager un peu les enseignements tirés de cette expérience-là en termes de bonnes pratiques, mais aussi de points à améliorer. Merci beaucoup. Le coordonnateur du Togo a dit l'essentiel, mais cependant, je voudrais insister sur un aspect. En réalité, les mémorandums et puis les protocoles dont le coordonnateur a parlé, il y en a eu deux. Il y a eu un premier lot que nous avons signé, que les deux autorités ont signé en 2020. Et ces documents sont relatifs à la conduite des études. Et dans ces documents, tout ce qui devrait être fait a été mentionné. Et puis, nous avons suivi rigoureusement ce qui était prévu. Et le partage a été fait équitablement par rapport au financement des études. Mais au niveau de la réalisation des travaux, il a dit tout à l'heure, on n'a pas pu respecter rigoureusement ce qui était écrit dans les deux documents parce que les activités n'avaient pas les mêmes envergures au niveau des deux pays et au moment de faire les paiements, ça a été fait au prorata parce que, comme je l'ai dit, l'envergure n'est pas la même au niveau des deux pays, l'envergure des travaux. Mais au niveau du chenal Baga qui est en cours là, c'est un cours d'eau qui sert de frontière entre les deux pays. Si on fait, par exemple, un dragage sur une portion, c'est que ça revient aux deux pays. Il ne sera plus question de dire ça c'est pour tel pays, donc on va payer au prorata. Ça, c'est un élément important sur lequel je voudrais revenir et dire que c'est vrai, nous avons conduit les travaux jusqu'à terme, avant même le délai fixé à l'entreprise. Mais ça n'a pas été totalement facile parce qu'il y a eu des moments où il y a eu des désaccords sur lesquels on s'est tiraillé un peu, mais ce qui est heureux, à la fin, on trouve toujours un consensus. C'est ça qu'il faut retenir. C'est vrai, peut-être la Mauritanie et le Sénégal, ils sont déjà avancés, mais ils doivent s'attendre à ces genres de difficultés. Ce n'est pas tout ce que nous écrivons dans les documents que nous signons qui se met en œuvre de façon comme si c'était une lettre à la poste. Il y a toujours quelques difficultés qu'il faut forcément surmonter et il faut toujours mettre en avant le consensus. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, Salami, d'avoir partagé cette expérience. Vraiment, j'invite tout le monde, chacun, s'il a la possibilité de visiter ces travaux entre les deux pays, c'est extraordinaire, avec tout ce qui a été fait en termes de travaux de protection côtière, avec le moteur de sable et tous les efforts quand même qu'aujourd'hui qu'on a notés et les impacts en termes de gestion du recul du trait de côte. Peut-être comme il ne reste que 5 minutes, prendre deux, trois questions rapidement. Donc, avant de conclure ce panel. Madame Seydi, prenez le micro. Anouar, je félicite les différents panélistes pour leur brillante intervention. J'avais juste une petite préoccupation à l'endroit des représentants des projets Waka, Togo et Bénin. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de difficultés au niveau institutionnel entre les deux États, mais avec les communautés côtières, comment elles ont en tout cas un peu, quelle appréciation les communautés côtières ont par rapport à ces initiatives transfrontalières? C'est vrai que si on met des ouvrages, il y a le trait de côte qu'il faut gérer, mais également il y a toutes les conditions socio-économiques des communautés côtières à améliorer. Est-ce que ces communautés côtières ont vraiment... Il y a eu des difficultés avec ces différentes communautés côtières? Merci. Il n'y a pas une autre question? Oui. Ok, merci beaucoup, madame. Effectivement, vous savez, on ne peut pas faire ce genre de travaux sans vraiment rencontrer des difficultés. Mais il faut dire qu'au préalable, nous sommes prémunis en faisant des sensibilisations. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une campagne de sensibilisation qui a été faite de façon conjointe et
localement aussi par les différents UGP. C'est-à-dire que nous avons fait beaucoup de communication et pour annoncer les travaux et pour dire ce que les travaux doivent et pour aussi dire les précautions, ainsi de suite. Je crois que tous les instruments de sauvegarde, que ce soit, tous ont été préparés pour faire en sorte que, ceux qui ont été impactés ont été endommagés, pris en charge comme cela se doit. Mais dans la réalisation des travaux, on a eu quelques plaintes. C'est de la poussière, c'est la sonorisation, mais c'est vraiment pas des problèmes qui vraiment étaient des graves problèmes. Mais il y a eu ces différentes plaintes-là qui ont été, qu'on a enregistrées. Je crois aussi du côté du Bénin aussi, il y a eu des gens aussi qui sont plaints de la fissuration des bâtiments, tout ça, mais pour mettre tout ça là dans le cas des plaintes qui ont pu vraiment être gérées. Sinon, de façon globale, je crois que c'est une bonne perception qu'ils ont, puisque c'est des populations qui étaient menacées par l'érosion et avec l'installation des ouvrages, vraiment le calme est un peu revenu, il y a un peu l'assurance. Vous voyez, de notre côté aujourd'hui, les gens qui avaient déserté le littoral sont en train de revenir. Vous voyez les constructions qui poussent aujourd'hui parce qu'il y a au moins la certitude que pendant un certain temps, tout ça là va être truc. Au niveau de la ville d'Aniao particulièrement, parce que nous avons fréquemment des phénomènes de submersion marine, nous avions pu mettre en place une digue de sable et prolonger aussi, nous avons un brise-lames. Donc, à ce niveau où il y avait ces phénomènes aujourd'hui, ces phénomènes sont contenus. Pour dire que les gens au moins aujourd'hui sont dans la quiétude. Ceux qui vivent, les riverains là de trucs sont un peu dans la quiétude par rapport au truc des travaux. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Donc, comme nous avons quelques astreintes de temps, je vais en 1 minute récapituler les... vous voudriez un peu compléter? Complète, oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. En dehors de la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation qui a été effectué des deux côtés, au Bénin, il y a ce que nous appelons le plan de mise en œuvre et de restauration des moyens de subsistance qui est actuellement en cours. C'est-à-dire, les communautés ont été identifiées en fonction des activités qu'elles mènent. Et par rapport à cela, il y a des infrastructures socio-communautaires qui vont être réalisées pour leur permettre vraiment de mettre en œuvre mieux qu'elles ne le faisaient avant la mise en œuvre du projet. Et nos travaux du côté béninois ont permis vraiment de protéger 2 gros arrondissements de la commune de Grand Popo, que sont Agoué et Grand Popo Centre. Donc, c'est une grosse communauté au niveau de cette commune qui est épargnée de l'effet de l'érosion côtière au niveau du Bénin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Salamé. Donc, juste résumer en 1 minute ce qu'on peut retenir de ce panel avant de donner la parole à monsieur le directeur de l'environnement et des ressources en eau de l'UEMOA pour placer quelques mots de clôture. Donc, il est apparu au cours de nos discussions quand même les zones côtières ont une importance capitale donc pour la gestion des défis environnementaux, sociaux également dans nos pays. Et que la coopération entre les pays côtiers est cruciale pour une gestion intégrée des ressources. D'abord, toutes les ressources que nous connaissons à travers des mécanismes de gestion conjointe des écosystèmes. Il est aussi ressorti l'importance d'un partage des informations entre les pays, donc surtout l'information scientifique. On a également noté au cours des échanges, à travers tout ce qui est sorti, que les dynamiques que nous avons aujourd'hui nous permettent d'avoir des mécanismes de prévention des conflits, que ce soit la gestion des ressources en eau, les questions de pollution, entre autres, y compris aussi la pêche illégale entre le Sénégal et la Mauritanie, qui est une problématique. D'où l'importance des accords et des protocoles entre les pays, donc appuyés notamment dans le cadre du projet WACA par la Convention d'Abidjan. Donc, il est important aussi également d'avoir une convergence des stratégies pour mieux avoir les instruments pour bâtir des stratégies efficaces d'adaptation au changement climatique, mais aussi, vous l'avez rappelé, de renforcer les capacités institutionnelles. Parce que c'est ça, c'est dans le renforcement des capacités institutionnelles que réside la durabilité de nos interventions. Et enfin, d'avoir des mécanismes de gouvernance très, très robustes. J'ai bien aimé l'intervention également de l'UEMOA
qui voit les changements climatiques non pas comme une problématique, mais aussi comme une opportunité de coopération entre nos pays. Voilà peut-être quelques points qu'on peut retenir. Donc je m'excuse encore pour la modération parce que ma voix est cassée après 9 jours de COP. Donc je donne la parole à M. le directeur de l'UEMOA pour clôturer ce panel. Merci à vous tous. Merci beaucoup, M. Fall. Et très rapidement, je pense que vous avez fait une belle synthèse de nos échanges. C'est une fois encore remercier chacun des panélistes pour leur contribution à cette discussion. Remercier les autorités du Sénégal qui nous ont fait cette opportunité-là. Et dire que moi, si je retiens un enseignement de cette collaboration, on le dit souvent, mais c'est une expression concrète de cela. L'importance de la volonté politique. Si vous avez pu avoir cet élément concret entre le Bénin et le Togo, c'est que quelque part, les politiques se sont engagés. Et donc, je pense qu'il nous appartient tous de continuer à faire ce plaidoyer-là pour toujours avoir les politiques à nos côtés. Et ensemble, nous allons pouvoir relever les défis du changement climatique et renforcer les mesures que nous avons au niveau régional. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. La photo de famille avant de partir. Oui.